Bonjour, ici Paul Vachon, historien. Dans les semaines précédentes, nous avons vu des conflits entre l'Union soviétique et les États-Unis. Nous étions dans un monde multipolaire. En 1990-91, l'Union soviétique s'est écroulée et le monde a changé. Nous étions dans un monde unipolaire. Et pendant cette période-là, on pourrait dire qu'il y a eu une détente importante et une certaine prospérité qui a retombé sur beaucoup de pays, dont la Chine notamment. Mais à partir de l'an 2000, avec l'arrivée de Vladimir Poutine, et plus ça va dans les années qui vont suivre, plus la situation va devenir tendue et difficile. Puis aujourd'hui, on a un retour presque identique à ce qu'on a connu dans les pires moments de la guerre froide. Alors, nous allons faire cette semaine un retour en arrière pour analyser de nouveau les invasions soviétiques et les invasions russes à partir de Vladimir Poutine. Pourquoi faire cela? C'est tout simplement pour comprendre aujourd'hui ce qui se passe avec l'attitude des pays de l'ancien bloc de l'Europe de l'Est face à la Russie. Pourquoi, par exemple, qu'elles ont adhéré à l'OTAN? Pourquoi qu'elles sont davantage portées à appuyer l'Ukraine et à lui fournir des armes? Il faut essayer de comprendre. Et si l'histoire est garant de l'avenir, si elle sert à quelque chose, c'est au moins à nous apprendre quelques leçons. Alors, nous allons voir les cas de l'Ukraine, de la République démocratique allemande, de la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, l'Afghanistan, la Finlande et les États baltes, de façon très succincte. C'est un rappel de ce que nous avons déjà vu. Nous allons aussi aller voir les invasions sous la présidence de Poutine, donc la Géorgie, la Tchétchénie, le Tadjikistan, la Syrie, pour ne donner quelques exemples. On comprend que ce sera succinct cependant. Une autre chose aussi, c'est que pour chacun des cas, nous aurons une photo qui est la photo d'un mémorial. C'est quoi un mémorial? Un mémorial, ça le dit, c'est pour se rappeler, se souvenir. Puis généralement, un mémorial est rédigé en l'honneur de gens qui ont perdu la vie, en l'honneur d'événements tragiques, afin qu'on se rappelle les horreurs du passé, pour, espérons-le, ne pas les répéter, mais qu'on se rappelle au moins ces événements-là. Alors, commençons par l'Ukraine. On en a déjà parlé à quelques occasions. En 1931-33, l'Holodomor. L'Holodomor, on se souvient, c'est la famine provoquée, voulue jusqu'à un certain point. Je pense qu'au début, ce n'était pas voulu, mais c'est la réquisition de 41% des grains en Ukraine pour les vendre à l'étranger, pour les vendre en exportation. Le résultat de ça, avec les mauvaises années de récolte qui ont succédé, l'Ukraine a subi une famine importante. Et que font les gens lorsqu'ils sont dans une situation où ils ne trouvent rien à manger? Ils se débrouillent. Comment? Ils protestent, ils manifestent et ils volent la nourriture quand il n'y a plus rien à faire. Et que fait la Russie devant ces actes-là? C'est la répression. Alors, il va y avoir des gens qui vont être arrêtés, qui vont être exécutés pour avoir volé du grain, qui vont être envoyés dans les goulags. À l'époque de Staline, c'est comme ça que ça se passait. Cette famine-là va avoir produit de 5 à 7 millions de morts. Il va y avoir l'exode de milliers d'Ukrainiens, dont plusieurs sont venus ici dans la région. Et en 2008, le Parlement européen va reconnaître l'Holodomor comme un crime contre l'humanité. Ils vont reconnaître qu'il s'agissait d'une famine provoquée et d'un crime contre le peuple ukrainien, en 2008, par le Parlement européen. Inutile de vous dire que la Russie ne reconnaît pas cela. Transportons-nous maintenant en Allemagne. En 1953, on se souvient, l'Allemagne a été divisée en deux, l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest. Alors, en 1953, il va y avoir un soulèvement des ouvriers. Ils sont mécontents de leurs conditions de travail, de leur salaire, etc. Il faut dire que
Et l'autre bord de la rue, on est à Berlin, l'autre bord de la rue, il regarde les ouvriers qui travaillent à l'ouest et les conditions de travail ne sont pas les mêmes, les salaires ne sont pas les mêmes. Alors, il y a une grande frustration et l'état de siège sera proclamé par le gouvernement, qui est à la solde, évidemment, des Soviétiques. Les troupes soviétiques vont intervenir. On va ouvrir le feu sur la population. Il va y avoir plus d'une 50aine de morts. 3000 personnes vont être arrêtées, des emprisonnements, etc. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que des milliers, et si on prend la période de temps de 1950 à peu près jusqu'à 1989, bien, c'est des millions d'Allemands qui vont fuir vers l'Ouest. Moi, je me dis que si le communisme était si extraordinaire et si bénéfique que ça, il n'y aurait pas des millions de gens qui fuiraient à l'Ouest, parce qu'il y en a eu très peu qui ont fait l'inverse. En 1961, on va construire le mur de Berlin, que nous, de notre côté, on appellera le mur de la honte, mais que du côté soviétique, ce sera le mur de la détermination pour empêcher l'Ouest de passer à l'Est tellement on avait hâte d'y aller. Je fais de l'ironie, mais c'est tellement tragique. Alors, ce mur-là sera, comme on le sait, démantelé en 1989. Et il existe un mémorial du mur de Berlin, qui d'ailleurs est une attraction touristique en Allemagne, un bout de mur reconstruit avec les photos des gens qui y ont perdu la vie. C'est un rappel de l'attitude, encore une fois, de l'Union soviétique envers ses alliés. Le cas de la Pologne maintenant. Là, on va reculer en arrière encore davantage en 1939, avec le pacte germano-soviétique, ou pacte Ribbentrop-Molotov. Il y avait une clause secrète dans ce pacte-là. Et la clause secrète disait que si la Pologne était attaquée, bien, la Russie viendrait à son secours. Ce qu'il faut lire, c'est que l'Allemagne et la Russie s'entendaient pour se partager la Pologne. Alors, l'Allemagne, sans déclaration de guerre, envahit la Pologne début septembre, le 1er septembre 1939, et l'Union soviétique, 15 jours après, le 17 septembre, va à son tour attaquer la Pologne. Imaginez-vous les Polonais, une armée qui n'était pas du tout prête à faire face à aucune des deux armées d'ailleurs, devra se battre sur deux fronts, contre les Allemands à l'ouest et contre les Russes à l'est. La résistance polonaise est héroïque. Elle n'a duré que quelques semaines, mais elle est quand même héroïque. En 1940, il y a un massacre dans la forêt de Katyn, où on va découvrir, puis on va le découvrir beaucoup plus tard, là, un charnier, où on sait que la police politique, la police de l'Union soviétique, le NKVD, qui est l'ancêtre aujourd'hui du FSB, d'ailleurs, Vladimir Poutine vient du FSB, on sait que la police politique a assassiné 20 000 Polonais. Le charnier a été découvert avec un trou de balle dans le crâne, alors c'est bien difficile de dire que c'est un rhume. Alors, on a assassiné des officiers de l'armée polonaise, des médecins, des étudiants, des ingénieurs. En fait, on a assassiné les Polonais qui, éventuellement, pourraient s'opposer au communisme puis à l'occupation. 20 000 personnes. La Russie va reconnaître le crime en 1990, lorsque les choses vont changer. En 1956, il va y avoir une grève des Polonais pour les mêmes raisons. Meilleur salaire, meilleures conditions de travail, etc. Mais il va y avoir aussi des revendications politiques, comme des élections libres et le départ de l'armée rouge, ce qui est inconcevable pour l'Union soviétique. Alors, on va ordonner à l'armée polonaise d'agir et l'armée polonaise va agir, bien sûr. Il va y avoir des arrestations, il va y avoir des morts, un peu plus d'une cinquantaine. Il va y avoir des blessés, etc. Mais on fige la situation politique. En 1989, un mémorial va être érigé aux événements de 1956 en Pologne. On se transporte maintenant en Hongrie. Même scénario.
même chose, même revendication. Devant les pénuries, parce qu'on sait que c'est un peu le quotidien des gens du bloc de l'Est, y compris la Russie, devant les pénuries de vivres, de carburant, etc., il y a un soulèvement populaire et des revendications politiques. Liberté de presse, l'abolition de la censure, retrait des forces soviétiques du pays. Et évidemment, ça va donner les mêmes résultats que ça l'a donné ailleurs. Sauf que dans le cas de la Hongrie, le premier ministre est favorable au soulèvement populaire. C'est le premier ministre Imre Nagy qui est favorable, qui va même annoncer le retrait de la Hongrie du pacte de Varsovie. On comprend que pour l'Union soviétique, c'est tout à fait inacceptable. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, l'Union soviétique va intervenir avec des chars en Hongrie. La répression va faire 20 000 morts. Et plus que ça, le premier ministre est arrêté et sera exécuté, il sera pendu. En 2008, la Hongrie va ériger un monument à Imre Nagy, au premier ministre, pour son héroïsme. Alors, on voit que les pays se souviennent de l'épisode soviétique, qui n'a pas toujours été heureuse. Ça ne veut pas dire qu'elle a toujours été malheureuse, mais elle n'a pas toujours été heureuse. Ça, on peut en avoir une certitude. Tchécoslovaquie, 1968. Les événements de Tchécoslovaquie sont différents, mais ils sont jusqu'à un certain point très ironiques. En 1968, le nouveau président du Parti communiste, c'est Alexandre Dubček, en Tchécoslovaquie, qui va, on va appeler ça le printemps de Prague, qui va annoncer des réformes. Abolition de la censure, liberté de presse, liberté de circulation, démocratisation des institutions. En fait, ce que Alexandre Dubček propose, il appelle ça le socialisme à visage humain. Ce qu'il propose, c'est ce que la Russie va faire elle-même plus tard avec Mikhaïl Gorbatchev en 1989-1990, qu'on va appeler la glasnost et la perestroïka. Mais c'est 20 ans plus tard. À ce moment-là, l'Union soviétique était loin d'être prête. Au contraire, elle était dans le même esprit de ne pas critiquer l'Union soviétique. Alors, dans la nuit du 20 au 21 août 1968, le pacte de Varsovie va envahir la Tchécoslovaquie. Ça veut dire que c'est des troupes de l'Union soviétique, de la Pologne, de la Bulgarie, de l'Allemagne de l'Est et de la Hongrie, avec 400 000 soldats, des chars, etc. Ils s'emparent des réseaux de communication, ils s'emparent de tout. Alexandre Dubček demande tout simplement à son peuple de ne pas résister parce qu'il sait que ça va être un massacre. Le gouvernement est arrêté, il est emmené à Moscou et on va l'obliger à signer une renonciation au printemps de Prague, aux réformes. On va appeler ça la normalisation ou la doctrine Brejnev, du nom du secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique de l'époque, Léonid Brejnev. Et c'est quoi la doctrine Brejnev? C'est les républiques socialistes soviétiques à l'intérieur de l'Union soviétique, leur souveraineté est limitée. Est limitée aux conditions d'acceptation du communisme définies par l'Union soviétique. Il y a un mémorial également qui a été érigé en 2019 aux victimes du communisme à Prague. L'Afghanistan. L'Afghanistan, on est dans un autre registre complètement différent. La guerre a duré 10 ans, de 1979 à 1989. Les Russes interviennent en Afghanistan à la demande du gouvernement afghan. Et ce sera pour les Russes un échec monumental. Ils vont se battre pendant 10 ans en Afghanistan. Et les forces russes vont être considérées comme des forces d'occupation. En fait, elles en sont. Parce que tant qu'un pays étranger vient chez vous avec des militaires, il y a toujours aussi des dérapages, il y a toujours des problèmes. Alors, il y a même une partie de l'armée afghane qui va se révolter et la population va trouver dans sa foi, dans la religion, le ferment pour faire face aux troupes russes et ça va lancer un phénomène qu'on va connaître à partir de ce moment-là, le djihadisme, la guerre contre les mécréants. Le bilan, 26 000 morts du côté russe pendant ces 10 ans-là.
Mais 26 000 morts, c'est rien comparé à ce qui se passe aujourd'hui en Pologne. Pas en Pologne, excusez-moi, en Ukraine. Alors, c'est absolument rien, mais c'est quand même un épisode tragique, là, pour les deux pays d'ailleurs. La Finlande et les États baltes. La Finlande et les États baltes, on retourne encore une fois en arrière en 1939 avec le fameux pacte germano-soviétique. Ça ne comprenait pas que la Pologne pour le partage des États, ça comprenait également la Finlande et les États baltes. Et effectivement, en 1939, l'Union soviétique va attaquer son voisin, la Finlande. Et la Finlande, évidemment, va se défendre. On va appeler ça la guerre d'hiver. Elle sera longue, elle sera dure, difficile pour les Russes, mais les Russes vont venir à bout de la Finlande. Elle va perdre 10 de son territoire. Et la Pologne, bien que n'étant pas une république socialiste soviétique, va se rappeler de cet épisode-là. D'ailleurs, il y a un monument érigé en mémoire de la guerre d'hiver de 1939. En 1989, devant la situation qui est en train de dégeler, qui est en train de se transformer, il y a 2 millions de citoyens des pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, qui vont faire une chaîne humaine pour s'opposer aux communistes, pour protester contre le communisme. Il faut quand même le faire. Une chaîne humaine de 2 millions de personnes là, qui couvre la frontière des 3 États baltes, entre la Russie et les États baltes. En 1991, il y a des déclarations d'indépendance de l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie. Alors, l'URSS, qui existe toujours, en 1991, l'URSS de Mikhail Gorbatchev, va envahir la Lituanie et les autres États baltes pour les empêcher de devenir indépendants. Et la population, 50 000 personnes, vont faire office de bouclier humain pour empêcher les Russes de s'emparer des moyens de communication. Et ça va réussir. Les Russes n'ouvriront pas le feu. La situation politique a quand même changé et les Russes vont retourner chez eux, ce qui va amener l'indépendance des États baltes. Allons maintenant aux agressions russes. À partir de 1990, l'Union soviétique, à partir de 1991-92 plutôt, l'Union soviétique n'existe plus, c'est la Russie et la Fédération de Russie. Alors, il va y avoir dorénavant un modus operandi russe qui va être différent des agressions soviétiques qu'on a vues auparavant. Et ce modus operandi est toujours le même. D'abord, l'objectif, c'est d'empêcher les anciennes républiques de rejoindre, non pas de les empêcher de devenir indépendantes, mais de les empêcher de rejoindre l'Union européenne ou l'OTAN. Parce que beaucoup de ces républiques-là vont accepter de participer à la Fédération de Russie ou à la communauté des États indépendants. Mais certaines veulent plutôt aller du côté de l'Union européenne et de l'OTAN, ce qui est inadmissible pour les Russes. Conserver le contrôle, évidemment, sur ces républiques-là et intervenir militairement si nécessaire. Comment intervenir? Bien, ça prend un prétexte, et le prétexte est tout trouvé. Aller au secours des Russes qui sont dans des enclaves, qui sont russophones, mais qui sont dans des enclaves de certains pays. Distribuer des passeports russes, reconnaître l'indépendance de ces enclaves-là et organiser des référendums dans les enclaves et intervenir, bien sûr, militairement. Alors, voyons des cas. La Moldavie. La Moldavie, c'est un tout petit pays, 3 millions d'habitants. Alors, c'est tout petit. Et la Moldavie a déclaré son indépendance en 1991, comme la plupart, pas la plupart, comme toutes les républiques socialistes soviétiques de Russie. Et la Moldavie déclare son indépendance. Devant cette indépendance-là, il y a 2 régions qui sont russophones, qui sont peuplées d'une majorité de Russes, la Transnistrie et la Gagaouzie, qui sont pro-russes. Et elles vont demander l'aide à la Russie, et la Russie va envoyer 1500 soldats en Transnistrie. Pourquoi? Parce que la Moldavie a fait une demande pour adhérer à l'Union européenne. Et pourquoi des soldats en Transnistrie? C'est que la Transnistrie est une espèce d'État tampon, de région tampon entre la Moldavie et l'Ukraine. Et comme il y a une guerre en Ukraine, bien, c'est pratique d'y avoir des soldats. La Géorgie. Scénario semblable, la Géorgie déclare son indépendance en 1991. La Russie ne reconnaît pas l'indépendance. Il y a un référendum, 90 % des Géorgiens sont d'accord, sauf 2 régions, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie.
La guerre civile va éclater parce que ces régions-là se proclament indépendantes, elles font sécession. La guerre civile éclate en 1993. Et en 2008, comme la situation ne change pas, en 2008, la Géorgie décide l'invasion de ces deux régions-là qui lui appartiennent pour en reprendre le contrôle. La Russie va intervenir, va occuper les régions et la guerre, c'est une guerre absolument épouvantable. La guerre va être déclarée, destruction de villages, de villes, attaques par des missiles. En fait, le scénario de la Géorgie et plus tard de la Tchétchénie n'est qu'un prélude à ce qui se passe actuellement en Ukraine. Et dans les régions occupées par les Russes de l'Ossétie et de l'Abkhazie, 75 de la population d'origine géorgienne est disparue, a été déplacée, est ailleurs, et on la peuple avec des Russes et des russophones. La Tchétchénie. La Tchétchénie, il y a eu deux guerres en Tchétchénie. La première guerre, en 1996, même scénario, proclamation de l'indépendance de la Tchétchénie, mais en 1992, la Tchétchénie refuse de signer le traité formant la Fédération de Russie. Il faut dire que la Tchétchénie a toujours été une espèce de république, disons, plus indépendante, parce que, d'abord, elle n'est pas d'origine russe, elle ne parle pas le russe, ce sont des musulmans, alors c'est différent. Alors, la guerre va éclater en Tchétchénie, la Russie va l'envahir, Boris Eltsine va déclarer « ce sont des chiens enragés, il faut les abattre comme des chiens enragés ». Sauf que ça ne se passera pas comme ça devait se passer. La Russie est défaite, mais les villes sont détruites parce que le même scénario se confirme. La deuxième guerre, bien là, c'est le rouleau compresseur russe. La ville de Grozny est complètement détruite. On dit que c'est un des conflits les plus violents. Bon, on n'avait pas vu l'Ukraine encore, là, mais un des conflits les plus violents depuis la Deuxième Guerre mondiale. Des missiles sont lancés contre les civils, dans les infrastructures civiles, un peu ce qu'on est en train de voir actuellement. Bilan, 300 000 victimes, 80 des infrastructures détruites, perte des soldats tchétchènes, etc. Mais il y a eu presque pas de réaction du monde. Des condamnations, mais ça n'a pas suffi. Qu'est-ce qui est arrivé à la Tchétchénie? En 2007, un nouveau président prend le pouvoir, Ramzan Kadyrov. Ramzan Kadyrov, c'est une dictature. Et c'est une des pires dictatures au monde. Comme si on ne pouvait les mesurer, là. Mais je vous cite le journal Le Monde. Avec la bénédiction de Moscou, Kadyrov semble donc bénéficier d'un droit de vie et de mort sur ce sujet. Les opposants de Kadyrov, 6 au total, ont donc été assassinés en de multiples endroits situés hors de Tchétchénie. Et en 2009, l'assassinat de Natalia Estemirova, qui était une représentante qui travaillait pour la défense des droits de l'homme en Tchétchénie. Il n'y en a pas de droits de l'homme en Tchétchénie, c'est pas compliqué. Et en 2022, pour apporter son soutien à Vladimir Poutine, parce que c'est un fidèle allié de Vladimir Poutine, Kadyrov a envoyé 10 000 Tchétchènes combattre en Ukraine pour les Russes et au nom des Russes. Le Tadjikistan, je le passe très, très vite, une guerre de 1992 à 1997 entre les communistes et les islamistes. La Russie va soutenir évidemment les communistes. Massacre, le scénario se répète constamment. La guerre va reprendre en 2010 et elle a lieu toujours, même si elle est sous contrôle. Un des derniers conflits qu'on va voir et qui est absolument horrible, c'est la guerre en Syrie. La Syrie, la situation économique et politique, sociale est catastrophique avant la guerre. Le taux de chômage très élevé, corruption, manque de liberté, etc. Il y a un phénomène qui se passe en 2011 qu'on a appelé le printemps arabe. Alors, il va y avoir des manifestations partout en Syrie, partout dans le monde arabe. Puis on voit ce qui se passe en Tunisie et ailleurs. Il y a vraiment des libéralisations des régimes. Alors, il y a des manifestations contre Bachar el-Assad en Syrie. Et ça va se transformer en guerre civile. La BBC dit que la guerre civile a fait au moins 600 000 victimes. Et là, c'est
un paquet de pays et d'intérêts qui rentrent en jeu. D'une part, la Russie et l'Iran, avec les milices chiites qui vont appuyer le dictateur Bachar el-Assad, la Turquie, l'Occident, les pays arabes qui vont appuyer les rebelles. D'autres groupes vont participer à cette guerre-là, Al-Qaïda, Daesh, les milices libanaises. La Turquie combat les Kurdes, Israël combat l'Iran, l'Arabie saoudite combat l'Iran pour des problèmes de religion entre chiites et sunnites. La Russie, par son veto, 11 fois qu'elle va l'utiliser, va s'opposer à toute sanction contre le régime de Bachar el-Assad. En 2013, il va y avoir le massacre de la Ghouta, bombardement à l'arme chimique. Ils vont utiliser des armes chimiques contre le peuple. Après 13 ans de conflit, la situation n'est toujours pas réglée. Et ça nous permet de voir l'attitude autant de l'Union soviétique que de la Russie de maintenant vis-à-vis ses voisins, parce qu'on a parlé de ses voisins. Merci. Bonne semaine.